vous avez raison, et votre témoignage et la manière dont vous décrivez cette diplomatie de régate, un coup à tribord, un coup à bâbord, est particulièrement néfaste pour la stabilité de notre relation. Pour rappeler que le royaume chérifien est le plus vieux royaume au monde, avec son établissement en 788, que l'historicité spirituelle, culturelle, civilisationnelle du Maroc est attestée par l'immensité de son développement dans toute l'Afrique de l'Ouest, de la Tidjaniya de Fès, qui a littéralement, culturellement et spirituellement formé un islam de tolérance. D'une certaine manière, les relations entre les États ne sont finalement que la dernière partie d'une très longue histoire. Alors vous avez raison de rappeler, Claude, et vous-même, cher Alain, que la France est un peu en retard sur la reconnaissance de la marocanité de ce Sahara. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a tardivement, mais il l'a quand même fait, et il faut s'en réjouir, adressé une lettre au roi Mohamed VI à l'occasion du 25e anniversaire, les noces d'argent de son accession sur le trône en 1999, en reconnaissant le fait que désormais la France prenait conscience qu'il fallait, je cite, faire un pas supplémentaire, aller de l'avant. Il ne parle pas de la marocanité du Sahara, contrairement à d'autres pays européens. Donc, à partir de ce principe-là, la France est arrivée bien plus tard que beaucoup de ses partenaires européens. On est dans une situation où le paradigme a changé. Il y a désormais plus d'États qui reconnaissent la marocanité du Sahara qu'il y en avait qui ne la reconnaissaient pas. On est à 100, certains disent 104. Sur le continent africain, là aussi, on est largement au-delà de ce qu'était une réalité durant les 20 ou 30 dernières années, dans une logique post-coloniale, faut-il le rappeler, puisque maintenant on a quasiment 70-75% des États africains qui se positionnent en reconnaissant, même si, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, les dernières résolutions onusiennes voient finalement 2 pays, enfin 3, en l'occurrence la Russie, la dernière fois, l'année dernière, le Mozambique, et l'année précédente, le Kenya, influencés par un autre pays qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, ou qui n'était pas membre temporaire du Conseil de sécurité, influencés des pays africains pour mettre leur abstention ou leur veto. Mais néanmoins, on est dans une logique où désormais, au niveau du continent africain, il y a plus d'États qui reconnaissent le fait que le Maroc propose un modèle de développement inclusif et qui bénéficie aux populations, parce que c'est ça dont il est question. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit, la France n'a fait qu'une partie du chemin, en appelant à ce que désormais le dialogue politique vienne corroborer l'idée qu'il faille construire, reconstruire, et accessoirement qu'il fasse dialoguer avec toutes les parties prenantes. Et les parties prenantes sont marocaines, elles sont locales, sahraouis, mais elles sont aussi avoisinantes. Et c'est là où il y a un problème. La Mauritanie et l'Algérie ont un peu de mal à reconnaître cet état de fait, même si la plupart des pays européens, l'Allemagne, l'Espagne avait précédé de manière tonitruante, il y a de cela 2 ans, avec Pedro Sanchez, qui lui-même avait reconnu, il est allé plus loin, parce qu'il lui avait reconnu, au nom de l'Espagne, la marocanité du Sahara. Ça a d'ailleurs permis, tout de suite après, alors là, comme il faisait ça à un moment important et de manière très forte, il y a eu les relations entre le Maroc et l'Espagne ont pris un coup de fouet formidable après la déclaration de Sanchez. À nos dépens, puisque le Maroc est devenu le premier client et le premier partenaire économique devant la France. Nous avons été donc relégués. Et le fait que Pedro Sanchez... Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une possibilité qui a été reprise à la volée par le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. C'est la proposition du roi du Maroc qui dit on va construire une voie ferrée, des routes, enfin bref, on va vous permettre de désenclaver tous ces pays du Sahel qui sont complètement enfermés jusqu'à maintenant et qui n'avaient d'ouverture que vers le sud, vers le golfe de Guinée ou en remontant le Sahara vers l'Algérie. Et là maintenant on leur dit voilà, c'est simple, vous allez aller à l'ouest par ces moyens de transport et vous aurez un port en eau profonde à Darla qui sera mis à votre disposition. Donc on va transformer Darla avec un port en eau profonde ouvert sur toute la partie sahélienne. Ça révolutionne tout le centre de la partie sahélienne de l'Afrique. C'est vrai. Tous sont très intéressés et disent oui, on va le faire et bravo le Maroc. Donc il y a ça occasionne un bouleversement politique et économique de toute la région, comme tu le faisais. Et en même temps, ça conforte la projection de puissance
et le nouveau modèle du développement du Maroc. Et puis ça corrobore une stratégie halieutique, maritime, que le Maroc est en train de mettre en synergie. 400 000 km² sur les 1,2 million de kilomètres carrés que constitue la zone économique exclusive du Maroc, du nord jusqu'au sud. Et que l'idée selon laquelle l'Union européenne doit contextuellement négocier un accord de pêche et un accord agricole avec le Maroc en incluant les richesses du sud. Car derrière tout cela, il y a aussi pour nous des éléments qui sont déterminants pour notre indépendance énergétique. Nous aurons besoin du gaz qui provient du golfe de Guinée. Pour l'instant, c'est 4% de ce que l'Europe consomme. Mais demain, face aux moindres dépendances, le gaz et le pétrole de schiste américain, le gaz et le pétrole que nous ne pouvons plus, que nous ne voulons plus et que nous n'aurons plus à l'Est. C'est quand même une question déterminante. Ah oui, absolument. Car le gazoduc qui va de Lagos à Tanger va désenclaver énergétiquement tout l'ensemble. Les pays du Sahel, mais va aussi continuer vers l'Espagne. Et donc, de facto, va être interconnecté avec l'Europe. Et puis, le dernier point, c'est le tourisme. Le PIB marocain dépend pour 15% du tourisme. Il y a là un champ absolument considérable, pour l'instant inexploité, d'activité touristique, qui correspond en plus parfaitement à l'idée d'un tourisme endogène, maîtrisé, durable. Quand on va à Dakhla, nous sommes nombreux à y être allés, on ne peut qu'être étonné par le fait que ce n'est pas un tourisme de masse. C'est un tourisme maîtrisé. C'est un tourisme qui bénéficie aux populations. Et donc, de facto, le Maroc est en train, finalement, de créer une sorte de Californie africaine, une sorte de zone franche, zone économiquement attractive pour les Marocains, attractive pour les Africains, attractive pour les Européens, mais attractive pour le monde entier. C'est très intéressant de voir ce pays, de voir son évolution, parce que quand il y avait Sa Majesté Hassan II, il a structuré le pays, il a fait beaucoup de choses. Mais quand son fils a pris le pouvoir, tout le monde se demandait ce qu'allait faire le fils. Et en définitive, le fils a été visionnaire parce que durant en 25 ans, il a transformé le pays. Le roi, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis une équipe de jeunes cadres brillants qu'il connaissait bien et on va dire que ça a fonctionné. Le Maroc a échappé au tourment du printemps arabe car il avait anticipé l'exclusion sociale en réformant la Constitution et en faisant une Constitution beaucoup plus inclusive, en associant davantage la jeunesse dans le processus décisionnel, en développant de manière considérable l'éducation. La preuve en est, le plus grand nombre d'étudiants étrangers en France sont des Marocains. Depuis plus de 10 ans, on dit le Maroc est le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Mais là, on sent qu'il y a une nouvelle dimension au Maroc, où il y a une véritable autonomie nouvelle, peut-être économique, géopolitique, où finalement, c'est l'Europe qui cherche à s'adosser au Maroc pour parler à l'Afrique. Alors qu'avant, on sentait que ce trait d'union était tenu, en tout cas, par l'Europe. Là, on a le sentiment, d'après ce que j'entends, que le Maroc a une véritable puissance retrouvée d'autonomie. Et effectivement, quand on a un roi qui a une véritable vision, et depuis 25 ans, on n'en change pas, c'est toute la différence avec le roi, c'est comme pour aller dans ce sens-là. Le roi s'est investi d'abord en voyageant énormément en Afrique pour promouvoir son idée. Bon, et puis alors sur le plan économique, puisqu'on parlait de plan économique, il est certain que le retrait des banques françaises, il faut le dire, le retrait des banques françaises d'Afrique, Afrique francophone, a provoqué, parce qu'évidemment ils en sont en tiré parti, l'arrivée des banques marocaines. Aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, du Nigeria jusqu'au Sénégal, les banques marocaines sont devenues les grands prêteurs et les grands opérateurs. Il faut dire la vérité. Alors, c'est d'ailleurs ce que les Marocains nous reprochent. C'est de ne pas avoir pris en compte le fait qu'ils n'étaient plus adolescents. Voilà, exactement. Que depuis la fin du protectorat en 1956, ils avaient mûri. Ils étaient devenus adultes. Et je crois que cette symbolique est assez forte. Le roi, comme l'actuel Premier ministre, Aziz Aknouch, ne comprenait pas le fait que la France ne reconnaisse pas, comme d'autres, la capacité de considérer le Maroc comme une puissance africaine. D'ailleurs, c'est assez dommageable pour nous et assez terrible de constater que les États-Unis seront les premiers à proposer un poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Là aussi, on est arrivé après la bataille. Ça fait à peu près une dizaine d'années que nos amis africains
qui appartenaient à l'Afrique occidentale française et à l'Afrique équatoriale française, nous demandaient de soutenir cette légitimité d'avoir un poste. Les Américains font mieux, puisqu'ils ont proposé 2 postes permanents, dont un, vraisemblablement, est quasiment acté pour le Maroc. Donc là aussi, nous avons l'impression que, malgré la francophonie, malgré nos liens historiques, malgré, depuis le traité de Fès, en 1912, qui acte le fait qu'il y ait la reconnaissance de la souveraineté de la monarchie chérifienne, l'arrière-grand-père du roi, de l'actuel roi, les Américains, parce qu'ils avaient un passé encore plus ancien que nous, sont en train, là aussi, de nous tailler des croupières. Il faut évidemment s'en désoler, mais il faut quand même aussi penser que désormais, la balle est dans le camp des entreprises françaises. Le Maroc vient de se faire nommer, a obtenu un poste à la Commission sur l'énergie atomique, parce que quand même, alors qu'ils n'ont pas de centrale, ce qui veut dire clairement, là, voilà, on parle d'intelligence économique, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils prévoient de faire des centrales atomiques, toujours pareil, parce que c'est décarboné, parce que ça va dans le sens. Donc, et là, je crains, comme j'en ai jamais entendu parler en France depuis à ma connaissance, je crains le pire, à savoir qu'on soit aussi écarté de ça. Alors que c'est des small reactors, des small modular reactors, comme on dit, ou des EPR, ce que nous savons produire, puisque nous en allons en produire 36 nouveaux. Mais en même temps, comme Alain l'a très bien dit, il n'y a pas de prospect vers le continent africain, hélas. Peut-être que demain, ce sera une ambition nouvelle à développer. Donc, pas important vers le Maroc. Donc, il serait intéressant qu'on puisse reprendre une dynamique économique. Et on a ouvert la porte. Enfin, en faisant ça, on a ouvert la barrière. Mais derrière, il faut concrétiser. Il faut concrétiser. Alors, c'est particulièrement la bonne réponse, car au-delà de la dimension politique, le président français a finalement est allé à Canossa, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a avoué qu'on a trop tergiversé pour reprendre langue avec un pays qui a été de tout temps un partenaire. En termes sécuritaires, quand il s'est agi de récupérer des informations en amont des attentats de novembre 2015 en France, quand il s'est agi aussi de coopérer avec les services de renseignement espagnols, les services de renseignement portugais, sur des cellules terroristes que les Marocains démantèlent sur une base quotidienne, quand il s'est agi aussi de comprendre la nébulosité qui existe entre les mouvements terroristes au Sahara, ou en tout cas ceux considérés comme terroristes au Sahara, et les interconnexions au Sahel. Il en est une évidente. L'État islamique dans le Grand Sahara, le EJS, était dirigé par une personne qui portait un nom prédestiné, puisqu'il s'agissait de El Sahraoui, qui a été mis hors d'état de nuire par les forces françaises. Je crois me souvenir que c'était à l'été 2020 ou 2021, mais je crois que c'était l'été 2020. Donc forcément, bien sûr, la dimension de la coopération avec le Maroc est d'autant plus déterminante que la balle désormais est dans le camp de ceux qui vont la mettre en place concrètement, c'est-à-dire les entreprises. C'est également vrai dans le domaine bancaire, vous l'avez mentionné, avec ce paradoxe, c'est que les entreprises marocaines sont en train d'irriguer l'Afrique et les entreprises françaises sont en train de quitter le continent africain. C'est ça, Donc nous devrions intelligemment penser les coopérations entre les banques françaises et les banques marocaines. Car si nous ne le faisons pas, je termine peut-être sur ce propos, nous risquons d'avoir un autre allié partenaire qui est la Grande-Bretagne, qui va, avant nous, après les États-Unis, être le deuxième pays membre permanent du Conseil de sécurité à confirmer, conforter la marocanité du Sahara. Je vais plus loin. La Chine ne met plus son abstention, ni ne pratique plus le veto contre le Maroc. La prochaine étape, c'est sans doute aussi pour la Chine, qui a bien compris que le Maroc est un élément déterminant de sa plaque tournante vers un élargissement des routes de la soie le long du rail méditerranéen, qui pourrait très bien aussi le faire. Ça voudrait dire qu'on se retrouverait dans une situation particulièrement désagréable de voter comme la Russie vis-à-vis du Maroc. Et je crains que là, il y a quand même urgence à conforter la première étape qui est celle de cette reconnaissance. Cette affaire de la reconnaissance du Sahara comme dépendant totalement du Maroc est un point extrêmement important. On le savait à l'avance, mais pour nous, Français, c'est extrêmement important parce que c'est à la fois, on rattrape d'une certaine manière, on fait oublier une période difficile de nos relations avec le Maroc, mais d'un autre côté aussi, c'est le moment
qui nous ouvrent des opportunités pour le futur si on sait les saisir très vite. Mais attention, parce qu'on arrive en fin de parcours, la course a commencé depuis longtemps, et nous ne sommes pas dans les premiers, donc il va falloir qu'on se réveille très vite si on veut tirer parti de ce développement formidable du Maroc actuel vers l'Afrique et le Maroc en tant que tel, puisqu'il est en train de devenir un pays clé de toute cette zone. Une émission très intéressante où on voit toute la dimension du Maroc sur plan géopolitique, diplomatique, vraiment de façon dynamique. Et je voulais préciser une chose, on a beaucoup parlé de Darla, parce que nous trois, nous avons assisté plusieurs fois à des colloques, des forums de géopolitique, de dimension diplomatique, où on a vu la puissance du Maroc vis-à-vis du monde entier. Le monde entier était représenté lors de ces forums. Et pour nos jeunes auditeurs, Darla est un spot exceptionnel de kitesurf. Le kitesurf, oui. C'est les meilleurs au monde. Et de surf. Et vous pouvez vraiment passer une semaine exceptionnelle là-bas. Merci et à très bientôt.